ultimatums, especially coming from members of the executive, that he has the prerogative to appoint in accordance with the Constitution of the Republic of South Africa. A South African Maibuya consultation process is preparing for the possibility that it may need to form a new party to contest the 2026 local government election. On the progress in considering the formation of a new political party, he says 10 parties represented in a number of local councils have already expressed their willingness to participate in the process, as well as thousands of volunteers who have pledged their support via social media platforms. The consultation process will produce a report which Ivambo says will chart a way forward. Once we have processed the report qualitatively and quantitatively, we are going to then call a national convention or a national conference which is going to formalize the outcomes of the consultation process. If the outcomes of the consultation process is that we must launch a political party, the national convention is going to do exactly that. And then we will then prepare, if the mandate is that we must contest the 2026 local government elections and the 2029 general elections, we are going to do so and win those elections decisively. Eastern Cape Province Acting Police Commissioner Thandi Swakupiso in South Africa has commended the search and rescue operation teams for their sterling work in the disaster-hit Umtata area. The teams, which include police, divers, K9 units and aerial teams, managed to recover just over 100 bodies of people swept away by the recent floods. Kupiso says while this is the last day for some of the teams, others will remain on standby. The search and rescue will continue as long as there are members of the community that are coming forward to say, I am still looking for my loved one that I was told is in this area or was traveling to this area, not reach their destination. There is no way that we can stop the search and rescue up until we can be confident and comfortable in saying all the community members are happy with their loved ones. They can identify their loved ones, and even those that are still at the mortuary are identifiable. The United Nations says it looks forward to independent and transparent investigations after reports of at least 16 people killed in anti-government protests in Kenya. Rights groups have reported that the majority of the casualties, amongst them some 400 injured, were as a result of gunshot wounds, many thought to be from law enforcement. The UN Secretary-General spokesperson Stefan Dujarric says they are concerned about the violence and are monitoring the situation closely. Very saddened by the loss of life. Our human rights colleagues have been particularly focused on the issue of the gunshot wounds that you mentioned. They've also noted that the Independent Policing Oversight Authority of Kenya have said they will launch an investigation. We look forward to an independent and transparent investigation, and it bears reminding that under international law, under human rights law, lethal force by law enforcement, such as firearms, should only be used when strictly necessary to protect life. Lastly, reports from Gaza say at least 23 people have been killed today while waiting for food near sites run by the Israeli and US-backed Gaza Humanitarian Foundation. Washington has approved $30 million in funding for the GAF. UN agencies have refused to cooperate with the group, saying its system violates humanitarian principles. The BBC's Rushdie Abu Aluf. About 23 people were killed since midnight. 4 of them are near the Gaza Humanitarian Foundation in Rafah that we just got some report about. Earlier, 3 people were killed near another center in central Gaza near Netzarim settlement. In the last hour or so, we have 10 people killed in an airstrike in Gaza City near a school sheltering people. So in total, today and yesterday, over 70 people altogether were killed, many of them near the Gaza Foundation centers. Recapping on your top story, South Africa's President Cyril Ramaphosa says he will not yield to threats with regards to how he exercises his prerogative when it comes to hiring and firing of members of the executive.
For any news stories you'd like to share with us, please send us an email to newsroom@channelafrica.co.za or call us at +27 11 714 4459. Channel Africa News, I'm Onele Ntsinzi. SABC News. The African Perspective. And coming up in your sports news this hour, the South African Football Association will report a $280,000 deficit when it conducts its long-awaited ordinary congress this weekend, while fighters are also set to receive compensation payments ranging from $100,000 to more than $1 million from the UFC's antitrust lawsuit settlement. We'll tell you details of these and other stories at the bottom of the hour. Good afternoon, it's a Friday, the 27th of June, and welcome to Africa in Business on Channel Africa, the African Perspective, where we meet to look at the latest in business news and sport. I am Tabiso Lohoko. We are broadcasting live from Auckland Park in Johannesburg, South Africa. We are on the DSTV OWK, channel 802, on OpenView, on channel 628, and you can live stream us on www.channelafrica.co.za, as well as on the SABC Plus app, available on Google and Apple Play stores. Join in the conversation by finding us on X. We are at Channel Africa numerical 1, Facebook at Channel Africa, Instagram at Channel Africa 1. You can also subscribe on YouTube at Channel Africa 1. You can send us your stories to newsroom at channelafrica.co.za, or alternatively, you can call us on +2711 714 4459. You can also send us your comments and voice notes to +276 3406 9126. That number again, it's +27 63406 9126. In your comments, please tell us in which country you are in. If you've missed any of our interviews, you can find them on www.channelafrica.co.za. Click on programming, look for Africa in Business, and you can find it. A podcast of whatever you have missed. Good afternoon. Africa in Business on Channel Africa. G20 in Africa, exclusive to Channel Africa. South Africa's National Youth Development Agency, NYDA, hosted the high-level G20 Intergovernmental Roundtable in Sandton, Johannesburg on Friday to ensure young people were not left behind as the government prepares to host, or rather, it seems as though I have lost the particular story, to host, yes, the dubbed African G20 in November this year. The NYDA is a government entity established to mainstream youth development and address the challenges faced by young people. It brought together youth and professionals, international partners and policymakers to deliberate on inclusive development pathways and generational policymakers to deliberate on inclusive development pathways and generational equity. Our reporter, Dimakato Leshiro, attended the event to the Deputy Director and at the NYDA, Karabo Mohale, and started asking her about the purpose of the event. The intention of the roundtable really is for young people to be able to submit their perspectives and their policy briefs to the leaders meeting that is going to be taking place later in the year with regards to G20. This would be our very first
engagement as young people led by the National Youth Development Agency. So we found it important that we pitch as high as the presidency so that he can be able to hear really what is on the ground, what our young people say. We can say without any fear of contradiction that there is an urgent need for there to be uninterrupted investment towards resolving the challenges that young people face. And the only way we can be able to do that, and I think, one, invest in education. When young people are skilled, young people are more better equipped to be absorbed in the economy, but also are better equipped to be able to create employment for themselves. But also, secondly, the statistician general said young people, when absorbed, have got the energy, have got the ingenuity, have got the drive, and have got a teachable spirit. And it shows that when they are given a chance, they can be able to make a meaningful contribution. So how do you then, I don't know if you've given any thought to this as the NYDA, how do you deal with the cohort of young people currently who don't have education and are facing economic hardships and poverty because it's a very difficult one, really. And I think one of the biggest things, and that came from the Deputy President's address, is that there needs to be deliberateness from the whole of government. So it shouldn't just be the NYDA is just an institution, because we are not the panacea of all of the challenges that young people are facing. There needs to be a collective effort from everybody, from human settlements, from education, from load shedding issues. All of those issues meet at one point, and where they converge at the center of the people who are actually receiving most of that brunt is young people. So if we're able to fix our special issues, I mean, the reason why young people are not able to access economic opportunities because they're still in far-flung areas of economic activity. They are sitting in villages, they're sitting in townships, and they're unable to afford, whether it's a taxi to go to an interview or even money to be able to go job hunting. So some of these challenges that we are raising are actually a convergence of all of these societal anomalies that have been normalized, Do you think that there's been a whole lot of talk about the issues that we already know? Because you as the NYDA have been at the receiving brunt of not delivering for young people, being useless, being irrelevant, because you also operate within limitations in terms of who you can help and how much you can help. Absolutely. And a lot of that rests on the government, but it doesn't seem we have always been agitating the government to do more. The biggest thing for us is not to rest on our laurels and say, because we've been agitating and nothing is happening in terms of the speed, because some things are happening. It's just that it's not at the speed that we would want it to happen. For us, the biggest thing really is the statistician general coming in and painting us that picture, because then he has given us a business case. He has given us a solid ground to say to the government of South Africa, here is the evidence. What more are we waiting for? What is it that needs to happen in South Africa for things to change for young people? And I think the same government is questioning the stats. Statistics South Africa has been employing over the years has proven to be the most credible and the most scientific. But also for us, and I think for us as young people who are actually believing that these numbers are far lower, when people are saying, unemployment is not as high, we are thinking, no, actually, you are saying low numbers. In terms of 40%, we are saying 60%, 80%, because what we are seeing on the ground, when you go to these communities, you don't even just close your eyes. Drive in whatever direction where you find a rural community, a township, you will find the same characteristics of young people. Young people in the streets, loitering around, others are gambling, others are in taverns and pubs. So you can't argue. You're able to do differently from what you've done, because from what you're saying, you've been there, you've been advocating for young people, you've been advocating for change. Is there anything different that you're going to do? Look, the big thing with the National Youth Development Agency, and I think what we have tried to do, especially with this session, is really just showcase some of the interventions that young people are doing and also highlighting the investment. But unfortunately, because the institution really has got a minimal budget, you can only pinpoint these success
stories because yes, it's 1 our budget per annum is 1 billion, covering all 9 provinces. So you can imagine we've got 1 billion rand. They were expected to be in every corner. It means that we need to have facilities, we need to have human capital. But on top of having all of those things, you still need to have budget set aside to fund whatever it is that they are doing. So having 44 odd centers across South Africa with a 1 billion rand budget, even if you take 1 billion, you divided it by 44, you're already looking at really just crumbs that we're scattering across South Africa. That was the Deputy Director at the NYDA, Karabo Mohale, speaking there to Channel Africa's Dimakazo Leshuru. Russia's G20 Sherpa, Svetlana Lukash, says that the country is positioning itself within the G20 framework to support developing regions, particularly Africa, in key areas such as energy security, infrastructure investment and climate resilience. She adds that amid ongoing geopolitical tensions and sanctions, Russia sees its economic cooperation with African nations as a valuable opportunity to strengthen partnerships and explore new avenues for collaboration. Channel Africa's business reporter Innocent Simosa files this report. Russia is advocating for greater integration of African priorities in the G20 action plans and global governance structures. Russia's G20 Sherpa, Svetlana Lukash, has outlined some of the country's key focus areas. We think that South African priorities are very well placed to achieve also the goals set by Russian Federation in G20. That is promotion of inclusive global growth. That is job creation. That is development of artificial intelligence and approaches to governing artificial intelligence. That is issues of critical minerals, which is important for strengthening both South African and Russian economies. And overall, that is the issues of the change in the system of global governance. But how does Russia envision the G20's role in strengthening global economic cooperation, especially in critical areas such as trade, energy and finance? Well, a difficult question, taking into account the current geoeconomic fragmentation of the global economy, geopolitical tensions and the spiral of sanctions and tariff wars. And in this situation, what G20 can do is really continue cooperation, and despite all the controversial views and interests, still try to address these issues, still try not to silence that sanctions are in place and they disturb global energy and food markets. Lukash also welcomed recent diplomatic engagement, describing South Africa's Deputy President Paul Mashadile's visit to Russia as very progressive. We have just had a very productive visit of Vice President Mashadile to Russia. And I think very important discussions and agreements been achieved during this visit, and it will strengthen significantly our bilateral economic and political relations. And we pay much attention to our cooperation with South Africa. As geopolitical continue to shift, Russia appears to be looking to Africa as a strategic partner within the G20 and beyond. For Channel Africa News, I am Innocent Simosa in the Northwest, South Africa. G20 in Africa, exclusive to Channel Africa, championing Africa through solidarity, equality and sustainability. 9 to 12 midday, Central African Time. On the move with Palisa Tau and Benjamin Mushatam. Should influencers be expected to be impactful in society? If there is a social or societal conversation that goes up, should we be waiting eagerly to hear what the influencers have to say? They are more
than just entertainers. They are thought leaders to some certain degree. They influence culture, they influence people's thought processes, they set trends, they shape opinions of people. And the sad reality is, although a lot of them don't want to accept it, I think getting better with them realizing that embarking in that journey and in that space comes with a certain level of responsibility. I see it differently in that, professionals are already good at their job, but there is an optionality that they might have to use the position that they hold in society to be able to deliver a message. This year you made the example of actors and actresses. So the same could apply to a sportsman. Just because someone's good at soccer doesn't mean that they have to have an influence over society from a specific standpoint. Keeping you on the know and on the move. Africa in Business on Channel Africa. The High Court in Botswana has today heard the defamation case brought by a businesswoman and diplomat Ambassador Bridget Motsepe, following years of allegations implicating her in a fictitious $10 billion money laundering conspiracy. Justice Kibonang heard the case and was expected to hand down his judgment. Ambassador Motsepe has maintained her innocence since the allegations first surfaced and is seeking to restore her reputation. For more on this, we have her legal team member, renowned international human rights lawyer, Cherry Blair, CBE. A very good afternoon, Cherry Blair, CBE. Good afternoon to you. I'm sitting here with Bridget herself. Wonderful. What transpired today, Cherry? Well, I'm delighted to say that justice was done today, and I'm sorry about that. Justice was done today in the High Court with an agreed consent order, and the government of Botswana accepted that what had happened under the previous government was completely unacceptable. It was a vicious libel on Bridget Motsepe, and apologised unreservedly and promised to do a full inquiry into what had gone wrong. How has this actually affected the ambassador throughout, a number of years that these allegations had been at the fore? 6 years. It's been going on for more than 6 years, and of course, I know the ambassador herself would like me to say it wasn't just her who was affected by this, of course. Wilhelmina Matswabi, who was known as Butterfly, was affected. Former President Ian Khama, the late Isaac Kazogi, and of course it had implications here in South Africa too, with the South African Reserve Bank being pulled into things and other financial institutions and banks. So this had profound implications for many, but Bridget herself, of course, who is a woman of impeccable reputation, both here in South Africa, in the wider sub-Saharan Africa, and overseas, was affected badly. Her reputation is a very precious thing, and fortunately she had the courage to stand up to that, because what she knew, it was completely false, and has been triumphantly vindicated. What are the charges? What do they refer to them as? And I'm sure they may have also had a dent on the ambassador's businesses. Well, I don't think we should dwell too much on there were no actual charges brought against Bridget. It was Butterfly herself who was actually imprisoned for a time 16 months in relation to this. But this is a civil case for defamation, for libelous statements, which were completely untrue, which were alleging that, it's almost laughable to say it, that the Ambassador Motsepe was actually involved in funding terrorism and embezzling funds from the state of Botswana of enormous proportions, so enormous that they were bigger than the actual GDP. And the governor of the Bank of Botswana went on record and said that they didn't even have such monies, let alone having lost them. So the whole thing was not only a vicious libel, but actually an incompetent one as well. Were you able to establish where the allegations stemmed from? Well, I think you might even remember on your program, it was 5 years ago from that now that we actually did the Flies and Lies report, which exposed one by one the
each and every allegation that was made in the criminal proceedings was not based on any fact. It was complete fiction. Nevertheless, under the then government, the government of Botswana insisted and doubled down on its allegations, including, of course, getting AfriForum involved and bringing cases against the Minister of Justice of South Africa. But all of that is in the past because, as you know, Botswana has a new government, and that new government is committed to human rights, high standards of government, and has shown that by agreeing to this settlement today. And I'm sure the ambassador must be very happy, and I'm sure because you're with her, you can actually see that she is probably happy. How does she feel? Well, I think, of course, she's happy to have been vindicated, but it's been a long journey, as I said, 6 years, when she has had this shadow overshadowing her, which was completely unjustified. So I think she's just, in many ways, relieved that it's all over, that she's vindicated her reputation, and in fact, in many ways, has enhanced it. The judge in court today, having been told there was a settlement, insisted that the public statement that the government of Botswana will issue on its website and in various publications, not just in Botswana, but in South Africa and in America and around in UK and around the world, insisted that statement be read out. So I think there was no doubt whatsoever that the justice system in Botswana did the right thing. Pleased that you have come this far, Cherry, you as well as the ambassador. And I'd like to really say thank you very much for your time this afternoon. And victory is what is at the center here. Victory is sweet and very well deserved for somebody who should never have been put in this position in the first place. Thank you for talking to me. The pleasure's ours. That was renowned international human rights lawyer Cherry Blair, CBE. Thank you for joining us as well. Vues d'Afrique avec Joelle Muteba. Cette peur d'un point de non-retour nucléaire suffit-elle selon vous à légitimer une telle offensive, Monsieur Talazi? Absolument pas du tout. Cela fait plus de 30 ans que l'Israël crie haut et fort sur les toits, où il veut se faire entendre que l'Iran serait à 1 an pour obtenir l'arme nucléaire. Parfois, l'Iran serait à 6 mois. Parfois, l'Iran serait à 2 semaines pour obtenir son arme nucléaire. Et curieusement, jusqu'à ce jour, il n'y a toujours aucune preuve que l'Iran a obtenu cette arme nucléaire en dépit des déclarations d'Israël et de certaines puissances parfois. Vues d'Afrique, du lundi au vendredi de 15h à 16h, temps universel. Africa in Business on Channel Africa. Good afternoon once again and welcome to Channel Africa as we broadcast live from Auckland Park in Johannesburg, South Africa. Channel Africa, we are on DSTV, OWK Channel 802 on OpenView, that's Channel Africa. You can live stream us on www.channelafrica.co.za as well as on the SABC Plus app available on Google and Apple Play stores. You can also join in the conversation on X, it's at Channel Africa numerical 1. Facebook at Channel Africa. Instagram at Channel Africa 1. You can also subscribe on YouTube at Channel Africa 1. You can send us your stories to newsroom at channelafrica.co.za or alternatively, call us on +2711 714 4459. You can also send us your comments and voice notes to +276 340 9126. In your comments, please tell us in which country you are in. If you have missed any of our interviews, you can find them on www.channelafrica.co.za. Click on programming, look for Africa in Business, and you can find a podcast of whatever you have missed. It's Channel Africa. Business News on Channel Africa. The African Perspective.
Good afternoon. In our final look at the indicators this afternoon, $1 is trading at 17 Rand 73 in South Africa. In Botswana, it's trading at 13 Pula 24. Namibia, 17 Namibian dollars 73. The Zambian kwacha is trading at 23 kwacha 46. In Kenya, the dollar is trading at 128 shilling 60. In Ethiopia, at 136 birr 46. Uganda, 3,566 shilling. And in Tanzania, it's 2,644 shilling. $1 in Nigeria is trading at 1,543 naira. In Egypt, the dollar is trading at 49 Egyptian pound 87. In Tunisia, it's trading at 2 dinar 88. Algeria, 128 dinar 92. In Morocco, the dollar will cost you 9 dirham. In Angola, the dollar is trading at 912 kwanza, while the Congolese franc is trading at 2,853 to the US dollar. Looking at commodities this afternoon, gold is trading at $3,270 and platinum at $1,326 per ounce, while Brent crude oil is at $67.98 a barrel. And those are your indicators this afternoon. For any business stories you'd like to share with us, please send an email to newsroom@channelafrica.co.za or call us on +27 11 714 4459. For Channel Africa Business, I am Buntle Hetbush. Business News on Channel Africa. The African Perspective. Mornings made better with Peter and Asanda on Rise and Shine, weekdays 6 till 9. In recent weeks, East Africa has seen a disturbing rise in human rights violations. In Kenya, digital activist Rose Njeri was arrested under the Computer Misuse and Cybercrimes Act after creating a tool for citizens to oppose the Finance Bill 2025. Meanwhile, in Tanzania, Kenyan activist Boniface Mwangi and Ugandan lawyer Agatha Atuhaire reported being detained, tortured, and sexually assaulted by security officers. East Africa needs a reset. We need to get back East Africa to where the founding fathers are. You know, when President Nyerere and his colleagues, Jomo Kenyatta and the Ugandan counterparts fought for independence, they fought for independence to get Africans out of poverty, to get Africans out of slavery. The leaders who took up power have since gotten into regression. Neto Agostino, co-leader of the United Green Movement Party. Mornings made better with Peter and Asanda on Rise and Shine. Thanks to Buntle Hetbush from Channel Africa's Business Desk. Up next, it's Musibudu Makura with the business of sport. Sports on Channel Africa. The African Perspective. And a very good afternoon from the Sports Desk. We'll start with the story. So the South African Football Association will report a $280,000 deficit when it conducts its long-awaited ordinary Congress this weekend, painting a picture of an organization in dire financial straits. Now, according to the latest financial report prepared by SAFA's Financial Committee Chair Mxolisi Sebam, the main reasons for SAFA's challenging financial position are high bonuses paid to national teams as well as a spiraling staff costs due to the enormous salaries. As a result, SAFA's liquidity remains tight, and that could also lead to a potential solvency risks. Now, the latest expenditure item was an $8.4 million paid in performance bonuses to players as well as technical staff members, according to that report, for the year ending June 2024. However, SAFA received $8.9 million Federation of African Football CAF, as well as FIFA as participation fees for Bafana Bafana, as well as Banyana Banyana at the 2024 Africa Cup of Nations, as well as the 2023 Women's Africa Cup of Nations tournament, taking its turnover to about $22 million. That was an increase from its $13 million back in 2023. So Saturday's Congress comes 2 weeks after SAFA's leadership was grilled
held by the Parliament over allegations of misgovernance. In Parliament, the SAFA CEO, that is Khoni Kluyo, did confirm the association was facing financial hardships and also said it was a responsibility of the organisation to turn things around at SAFA. No, SAFA is not in a strong financial position. Can you please? I think in my presentation, I acknowledged that we've got financial challenges, but however, we are addressing those challenges. Okay, you are addressing those challenges. The reason I ask this is, who's responsible for the financial decline of SAFA? It's the whole organization. It's the whole organization. It's executive management, it's the NEC, it's the whole organization. Do you as the leadership accept responsibility for the financial decline of SAFA? Yes, we do. On to this now. Valencia have secured financing totaling $377 for the development of the No Mastala Stadium, with the Spanish football club saying this on Thursday. The financing is one of the biggest transactions ever completed by a professional football club in Spain and across Europe, and Valencia having confirmed this on a Thursday in a statement. The stadium, which is located in the city of Valencia and will have over 70,000 seats, is scheduled to open officially in 2027. It is expected to multiply the revenue currently generated at the Old Mastala facility. On to this story now. Liverpool have taken their European summer spending to about $223 million with the signing of left-back Milios Kerkez from Bournemouth in a deal worth $54 million. The 21-year-old Hungarian international has signed a 5-year contract with the Reds. Kerkez is Liverpool's third major signing of the transfer window following the arrival of attacking midfielder Florian Wirtz as well as right-back Jeremy Frimpong, both from Bayer Leverkusen. Now, Liverpool paid the club a record $159 million, made up of its initial $137 million and a further $21 million in potential add-ons for German international Wirtz, as well as $43 million for the Dutchman Frimpong. Now, the Hungarian under-21 goalkeeper Harmen Peski has also arrived at Anfield for a fee of up to $3 million. And finally, fighters are set to receive compensation payments ranging from $100,000 to more than $1 million from the UFC's antitrust lawsuit settlement, according to the law firm handling this matter. In October of last year, the UFC agreed to pay $281 million to former fighters who competed in the MMA promotion between 2010 and 2017. The lawsuit also claimed the UFC suppressed athletes' ability to negotiate other promotional options and estimate 1,100 fighters were affected by this. Of that total figure, 97% of them have applied to receive funds from the settlement, with Bogo Montague, the law firm, having confirmed this as well. So the UFC are in the midst of another antitrust lawsuit, Johnson versus Hoover, led by more than former athletes that are fighters from 2017 to the present day, are now seeking damages as well as a change to the UFC's business practices, including the contracts they insist on. The antitrust lawsuits have sought up to $1.6 billion in damages since 2017. And with that, it's a wrap from the sports desk at the Sawa. For any sports stories you'd like to share with us, simply send us an email. Our email address is newsroom@channelafrica.co.za, or give us a call, +27 11714 4459. Have a great sporting weekend. For Channel Africa Sport, I am Musibu D. Makura. Sports on Channel Africa. The African Perspective. Get the news, music, and lifestyle of Africa on Channel Africa. The African Perspective. In this episode of Channel Africa Conversations, Peter talks to Dr. Thulisile Buda, an academic, author, and an expert in indigenous knowledge systems. Join us for a compelling discussion on preserving African languages and traditions in the digital era.
Dr. Tulisile unpacks the role of educators, explorers, and how technologies like AI can support cultural preservation, and challenges us to rethink how we honor African heritage. You can find the episode on YouTube, SABC Plus, and on our website, channelafrica.co.za. This episode is a must-listen for educators, creators, and change makers across the continent. Channel Africa, the African perspective. Ahoy, matey! Captain here to help, right, boys? Set sail with us on a digital voyage like no other. Channel Africa has a treasure trove of awesomeness. That is our website and social media pages. Tell me, why are you here? We want you to be part of our adventure. The winds are changing, Captain. And this time... Imagine a world where curiosity knows no bounds, where entertainment meets enlightenment, and where every click leads to the African perspective. Visit us on our website, www.channelafrica.co.za, or follow us on Instagram or on X at Channel Africa 1. Go on, like us on Facebook at Channel Africa 1. So, spread the word. Tell a friend that Channel Africa's online variety is what they need on the web. Channel Africa, the African perspective. Africa in business on Channel Africa. Now, as the world continues to grapple with the economic downturns and uncertainties, the Nigerian government's move to reform its tax legislation stands out as a beacon of progress and innovation. The signing of the Nigeria Tax Act into law by President Bola Tinubu marks a significant turning point in the nation's fiscal policy, ushering in a new era of economic reform and growth. For more on this, Yomi Olugbenro, West Africa Tax and Legal Market Leader at Deloitte Africa. Good afternoon, Yomi, and thanks for your time today. Thank you so much. It's such a pleasure to join you on your show. Yomi, I started opening this by saying, as the world continues to grapple with economic downturns and uncertainties, Nigeria has decided to have a look at its fiscal appearance. The question that one would like to ascertain from this news is Nigeria trying to claw back to its original fiscal health? Well, that's very correct. I think the signing of the bills into law yesterday was quite a monumental development within the economic space in Nigeria. It's been a journey that's taken several months. The committee that the president set up to do this was inaugurated way back in August 2023. So it's been, quite a long journey because the scale of the reform was quite significant. What the country did was to replace all of its tax laws. There were quite a number of tax legislations that had to be replaced and repealed completely. So this wasn't just an amendment. This wasn't just like, trying to patch, what was wrong in some sections of the law. This is a holistic and a complete replacement. So every piece of legislation that governs taxation in Nigeria, from personal income taxes to companies' income taxes to all of indirect taxes, VAT, customs, and everything was completely replaced. And what this had ushered in is really a new era of progressive taxation in Nigeria. There have been quite a lot of complaints prior to now about the tax system in Nigeria. Taxpayers in Nigeria will typically complain about multiplicity of taxes, multiplicity of agencies. The rules are not clear. The provisions are old and archaic. And this reform essentially addresses all of that and simplify the system of taxation and just open up the space for economic, activity and rebounding of the economy, and that's why the whole country is excited about these developments. So it's 4 new laws. Am I correct? Yes, that's correct. But those 4 laws replace
well over 11 different legislations. So what the country did was to, put together all of the taxes under one law, and then 3 others to govern different aspects of the administration. And I cannot just run it through quickly with you. So one of the law is called the Nigerian Tax Act. Now, what the Nigerian Tax Act does is to provide a single point of reference for every piece of legislation: VAT law, income tax law, from personal to company to petroleum, everything in one single law. And then you have the second one, which is the Tax Administration Act. That's the law that governs, the system of administration, assessment, all of the processes that governs what taxpayers and tax authorities' interactions needs to be. And then we had a third law, which is the Nigerian Revenue Service Law. This is the one that establishes the single agency of government that will govern, tax administration in Nigeria. Prior to now, it used to be the Federal Inland Revenue Service, the equivalent of SAS, right, in South Africa. So now we have the Nigeria Revenue Service as a single agency. And then we have the fourth legislation, which establishes the Nigerian Revenue Services Board, which is going to be an umbrella agency, that is going to be in charge with tax ombuds, tax appeal, and all of that. So there are 4 legislations, but 3 of them are essentially more around the administration system, the agency of government that will administer taxes, but 1 covers all of the tax laws in Nigeria. Yomi, from your elucidation, this sounds like a well thought out process, and I'm delighted that you touched on the sense in the country, how the population is feeling. But tell us more, and let's go in depth on exactly what it means for households and workers. Yeah, so this is one piece of tax reform that actually, provide more. It's intended to provide more relief and more succor to individuals than intending to tax them. Prior to this reform, the Nigerian tax system has been a little bit of, it's somewhat regressive, right? So there was quite limited incentive and provisions for the low-income earner, the vulnerable. And so with this new piece of legislation, if you look at individuals, you would say what the law did is to essentially, categorize the entire population into 3 brackets, as it were. The vulnerable, the low income, and then the middle class, and then the very top earner. So what the law did was to provide exemption and relief for the vulnerable sector. So individuals, earning less than, maybe in the range of 100,000 naira, as we say, in Nigeria, per month, will pay no taxes, no VAT obligation, no personal income taxes. And then for the middle class, while they will continue to pay taxes, but many of them will see their tax liabilities reduced. And then the upper class, where the power to pay really, exists, that's where you're going to have a little increment in their tax obligation. So essentially focusing on where the power to pay and where the economic base is, so that we can allow those, who are, struggling to survive, to hold back whatever they have in their earnings, and that's government's own way of human capital development, and just allowing SMEs and small businesses to continue to thrive until they get into that bracket where they could really contribute into economic activities of the country. Much as you and I are excited, Yomi, I'm sure it can't all be a bed of roses. Who do you think will be affected the most in this entire exercise? Well, I'm not sure whether I will use the word in terms of affect, but the law like this try to do quite a lot in tightening the system. And so while there's a lot of focus in providing exemptions to the low-income earners, the SMEs, and all of that, for those who are non-compliant, for those who fall into the bracket of taxpayers, but prior to now, their compliance level has been low. The system has been tightened in such a way that penalties have now been increased for various form of infraction. The government is trying to digitize the system and deploy technology as much as possible. That makes it, increasingly difficult for anyone
to escape, being seen by the revenue authorities or by the taxman. So it's going to be tough for those who are not, willing to do the right things. The penalties are higher, the sanctions are stiffer, both from the taxpayer to the tax administrators. And essentially, when you deploy technology in this particular way, there's more transparency, there's more accountability, there's more visibility. And so, but it's only those who have something to hide, right, that will essentially be afraid. Otherwise, majority of the taxpayer, even where the tax liability might increase in notional terms, the simplicity and the ease that has been brought into the system is going to far more than complement whatever additional taxes the top taxpayers are supposed to be exposed to. As a matter of interest, the leading up to these reforms was the public participation. Hello, Yomi? Can you hear me? Yes, please. Well, please take that again. I'm saying, leading up to the process of this reformations, was there public participation? No, quite expensive. Like I did mention, we've been on this journey for almost 2 years. It's been since August 2023. Quite a lot of participation by different stakeholders. In fact, the committee itself was made up of more than 100 different individuals cutting across different sector, civil society organization, NGO, government agencies, professional bodies, so quite extensive. And the lawmaking process itself required that both at the point of the committee's work and when it goes to the National Assembly, quite a lot of stakeholders engagement, involved. And that was essentially what actually led to the time Yomi, it took, because quite a lot of involvement was needed. No, thank you very much once again, Yomi, for your time this afternoon. It's just that I'm running out of time, and once again, thank you, Yomi. My pleasure. Great to be on your show. Thank you. That's Yomi Olungbero, West Africa Tax and Legal Market Leader at Deloitte Africa. Africa in Business on Channel Africa. For our weekly business roundup, we are now joined on the line by Victor Humwesan, author of Africa is Open for Business and Africa Bounces Back. Victor is also the Executive Director for Marketing and Communication at the University of Limpopo. Good afternoon, Victor. I trust you're well today. Okay. Victor, we've just lost him. In fact, we had him there. But let's see. I'm given signals that Victor is on the line. But let me tell you some talking points that we will be looking into as we try to get him back on the line. Ethiopia opens the banking sector to foreign investors for the first time in 50 years. That must be monumental. And the US firm backs a $760 million Congo, Rwanda, Burundi hydropower plant. There's a lot of work going down in that part of the world. And top 7 African central banks. Well, I just got an indication that Victor is back. Good afternoon, Victor. I've already introed you there. I trust you're well today. Hello? 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 Hello, do I have Victor on the line? Yes, Victor. Speaking. No, thank you, Victor. Obviously, it's the connection. I lost you a bit there, but I got you back. Victor, I'm sitting with a number of talking points here, and I was going through them. And like I started, I wanted to actually even find out, how are you today before we go straight into it? Well, it's the end of a very busy week, I suppose. When you work at a university, Tavi, so you run around until midnight sometimes. So that's where I am. I'm chasing 24,000 students around for. But yeah, it's a beautiful week. The G20 is keeping us busy. We had the DSTI here, Science and Technology and Innovation, on our campus during the youth forum yesterday with Minister Bladen Zimande. So yeah, we are
we are pushing. Busy. Let's go straight into it with interest of time. Ethiopia opens a banking sector to foreign investors for the first time in 50 years, Victor. Yeah, since the Del regime in 1974, when Ethiopia was in turmoil politically, they closed off its sector. And I know traveling to Ethiopia is one of the most difficult things if you need to get forex when you are in there or get it in or out of the country. But they've been opening the broader liberalization policy. They have privatized some of their mobile network operators. They have opened a stock exchange. And now by allowing foreign banks to get in, they are beginning to show that they are serious about opening the financial sector. Remember, Ethiopia is still in the top 10, I think, when it comes to attracting foreign direct investment. So not being open to foreign investors or banks would make it very difficult. So as we speak, I think 2 banks have already expressed an interest. East Africa's largest lender in the commercial space, Kenya Commercial Bank, and Standard Bank of South Africa have already shown an interest in getting there. So let's look at it as an opening up further of the economy, which is already the aviation gateway to Africa because of Ethiopian Airlines and the Bole International Airport. That's already channeling most of the traffic into the continent. Now, the U.S. firm backs a 760 million Congo, Rwanda, Burundi hydropower plant. Company business news there. Yeah, Rusizi River. That's a river in the east, in the southwest of the country, Tabiso, next to the Nyungwe forest, one of the most exciting features of Rwanda, the Ice Age forest that is there. Rusizi is next to the border with the DRC. And this is a river also where an American company, Anzana Electric Group, is going to team up with a Rwanda-based Rusizi 3 holding power company to build the hydropower project. It's one of the many renewable energy projects that are in that country. It's about a 206 megawatt project. The reason this story was interesting to me, Tabiso, is that even with all the talk about President Trump and his administration not being very open to Africa, it shows you that money doesn't know politics sometimes. It will go where the best return is likely to come from. It's a $760 million investment. I'm sure the U.S. the foreign investors in the U.S. are not going to back down. This is supposed to supply 30% more power to Rwanda and maybe open a lot of power supply to Burundi, which is in the neighboring country, as well as provide a base load for the eastern parts of the DRC, which is great, Tabiso, because Rwanda and DRC are currently in peace talks. So it should be a good thing if they can have a joint project, especially around energy, to power the economy. Definitely. Thank you very much. And obviously there was a meeting today. But Victor, this is where I have to stop it. Thank you very much once again, Victor Humweswana, author of Africa is Open for Business and Africa Bounces Back. Africa in Business on Channel Africa. I'm saying goodbye. Thanks for listening to Channel Africa, Africa in Business. My name is Tabiso Lohoku, standing in for Tamingubeni. Goodbye. Vues d'Afrique, un magazine des actualités en français sur Channel Africa. Rendez-vous du lundi au vendredi avec Joelle Muteba sur Channel Africa de 15h à 16h, temps universel. Channel Africa, la perspective africaine.
Suivre Vues d'Afrique, le magazine d'actualité africaine en langue française. Nous émettons depuis nos studios d'Auckland Park en Afrique du Sud et Mondli est à la technique. Voici sans tarder les principaux titres qui font l'actualité du jour. C'est en principe ce vendredi 27 juin que la RDC et le Rwanda doivent signer à Washington un accord de paix sous médiation américaine. Et au Bénin, Patrice Talon limoge le ministre Paulin Akpona après des déclarations explosives sur des présumés détournements. Et enfin, pour les grands titres d'aujourd'hui, 80e anniversaire de la charte fondatrice des Nations Unies adoptée le 26 juin 1945. Le monde encore sous le choc de la guerre. Voilà donc pour les grands titres que j'aurai le réel plaisir de développer, ce après le bulletin d'information de Joelle Kabongo. Bonjour Kabongo. Bonjour Joël. SABC, actualité. La perspective africaine. Bonjour à toutes et à tous. C'est en principe ce vendredi 27 juin que Kinshasa et Kigali doivent signer à Washington un accord de paix bilatéral soutenu par les États-Unis. La cérémonie, présidée par le secrétaire d'État Marco Rubio, réunira les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Le texte, structuré autour de la sécurité, du désarmement et de l'intégration régionale, suscite à la fois espoir et critique. Paraphé le 20 juin dernier à Washington, après 3 jours de discussions techniques, il est salué comme une avancée diplomatique majeure dans la région des Grands Lacs. Selon les porte-parole adjoints du département d'État, Tommy Pigot, l'accord prévoit plusieurs engagements structurant le respect de l'intégrité territoriale, l'interdiction des hostilités, des engagements et désarmement des groupes armés non étatiques. En Guinée, les parlementaires ont remis jeudi le projet de constitution au président de la transition Mamadi Doumbouya. La remise de ce projet a été précédée par une cérémonie solennelle à laquelle étaient conviés le gouvernement, les chefs religieux ou encore les ambassadeurs accrédités à Conakry. Ce projet de constitution, dont le contenu n'a pas encore été dévoilé au public, sera soumis à référendum le 21 septembre prochain. Ce texte, qui limite à 2 mandats la présidence pour une période de 7 ans, est le fruit d'un processus de consultation piloté par les conseils nationaux de la transition. L'élaboration de lois organiques suivra afin d'assurer la mise en œuvre du nouveau cadre institutionnel. Le président zambien Hakainde Hichilema a décidé jeudi de suspendre le projet de loi visant à modifier la Constitution, invoquant le besoin d'un dialogue plus inclusif. Dans un communiqué, son porte-parole a indiqué que cette décision faisait suite à des consultations menées en début de semaine avec des responsables religieux et plus de 30 organisations de la société civile. Le chef de l'État a confié à la ministre de Justice la mission de revoir la feuille de route du processus constitutionnel afin de garantir une meilleure participation. Le texte controversé prévoit notamment d'élargir l'Assemblée nationale et d'augmenter le nombre de députés nommés par le président. L'opposition dénonce un projet renforçant les pouvoirs de l'exécutif au détriment de la démocratie. Et puis en Côte d'Ivoire, la collecte de parrainage pour les candidats à l'élection présidentielle d'octobre démarre le mardi 1er juillet. À quelques jours du démarrage de cette opération, plusieurs figures politiques, notamment des candidats indépendants, contestent ce procédé. Ils contestent notamment la collecte des parrainages qui est autorisée à se faire de manière numérique où chaque collecteur sera doté d'un kit lui permettant d'enregistrer en temps réel. Pour plusieurs candidats indépendants, cette méthode viole le secret du vote car elle permet d'établir une base de données de chaque candidat. Selon le code électoral, chaque candidat doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50% des régions et dans les districts de Yamoussoukro et d'Abidjan. Les candidats ont jusqu'au 26 août prochain pour collecter les parrainages. Le chef du gouvernement parallèle basé à l'est de la Libye, Oussama Hamad, a exigé ce vendredi 27 juin le départ immédiat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, qu'il accuse de partialité et d'atteinte à la souveraineté du pays. Hamad reproche à la mission onusienne d'avoir ignoré les violences contre les civils à Tripoli. Il dénonce particulièrement l'examen du budget du Fonds de reconstruction, dirigé par un fils du maréchal Khalifa Haftar, au Conseil de sécurité de l'ONU, estimant que cette démarche constitue une ingérence dans les affaires intérieures libyennes. À noter que cette sortie illustre une nouvelle escalade dans les tensions entre les autorités rivales libyennes et la communauté internationale.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. SABC, actualité. La perspective africaine. Bienvenue dans la grande actualité de Vues d'Afrique. Je suis Joelle Muteba et vous êtes sur le www.channelafrica.co.za. Vous nous suivez également en direct et en images sur nos chaînes YouTube et Facebook, mais également sur DSTV en Afrique australe 802, mais aussi sur OpenView 628. En Afrique du Sud, les dirigeants des groupes de travail du B20 ont souligné la nécessité d'une coopération accrue entre les pays pour surmonter les obstacles économiques actuels. Les recommandations formulées lors du briefing de mardi seront soumises à la présidence du G20 dans le but d'influencer les discussions lors du sommet du G20 en novembre. L'événement s'inscrit dans le cadre des préparatifs du sommet du B20 en septembre. Annick Alonchi. Un petit retard avec la technique, un tout petit moment et l'élément vous parviendra. Lors d'un briefing de haut niveau mardi, les chefs d'entreprise et les présidents de groupes de travail du B20 ont dévoilé des recommandations stratégiques visant à favoriser une croissance inclusive, à lutter contre la corruption et à combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique avant de les présenter officiellement à la présidence du G20 en septembre prochain. Lors de sa prise de parole, le Sherpa du B20 Afrique du Sud, Kas Kovadia, a souligné l'importance pour l'Afrique de jouer un rôle de premier plan au sein du G20 et non de se contenter seulement d'y participer. La voix de l'Afrique au G20 doit être active et axée sur la recherche de solutions, a-t-il lancé. Cela implique de collaborer étroitement avec les responsables des groupes de travail des autres pays du G20 ainsi qu'avec les organismes consultatifs locaux et mondiaux afin de contribuer à l'élaboration des résultats significatifs. Parmi les principaux sujets de discussion, il y a la corruption dont le coût annuel estimé pour le continent africain s'élève à 120 milliards de dollars. La présidente du groupe de travail sur l'intégrité et la conformité, Rouaïda Redfern, a mis l'accent sur le fait que ces pertes sont souvent liées à une mauvaise utilisation des fonds de développement empruntés. Selon ses termes, la corruption n'affecte pas seulement les bilans financiers, mais elle compromet les soins de santé, l'éducation et les infrastructures. Sim Chabalala, président du groupe de travail sur les finances et les infrastructures, a pour sa part évoqué le déficit d'infrastructures de l'Afrique. Il a noté que si le continent a besoin de 170 milliards de dollars par an pour répondre à ses besoins en infrastructures, seule la moitié de ce montant est actuellement mobilisée. Ce déficit de 85 milliards de dollars freine la croissance et les opportunités, a-t-il affirmé. Pour Sim Chabalala, la solution réside dans la réforme des environnements réglementaires, la réforme de l'évaluation des risques liés au financement des infrastructures et l'amélioration de la préparation des projets. De son côté, Boussi Mabouza, présidente du groupe de travail sur le commerce et l'investissement, a averti que la montée du protectionnisme et l'affaiblissement des institutions mondiales, telles que l'Organisation mondiale du commerce, risquaient de faire perdre 366 milliards de dollars de revenus commerciaux à l'échelle mondiale. Pour l'Afrique, qui ne contribue actuellement qu'à hauteur de 3% au commerce mondial, l'impact pourrait être particulièrement dommageable. Elle a appelé à une mise en œuvre accélérée de la zone de libre-échange continentale africaine et à l'harmonisation des politiques d'investissement en faveur des économies en développement. Pour Mkoli Singojo, coprésident du B20 pour l'Afrique du Sud, la présidence du pays du B20 est une opportunité pour le continent d'influencer la politique mondiale. Pour rappel, le sommet du B20 se tiendra à Johannesburg du 18 au 20 novembre 2025. L'objectif principal de la rencontre est de renforcer la collaboration entre les pays du G20 et les entreprises pour stimuler la croissance économique, l'innovation et la création d'emplois, tout en promouvant le développement durable. Annick Alonchi pour Channel Africa Actualité. Des reportages en soirée qui relient l'Afrique au monde. Vues d'Afrique avec Joelle Muteba en semaine de 17h à 18h sur Channel Africa.
L'actualité sur Vues d'Afrique, c'est également le président béninois Patrice Talon qui a démis de ses fonctions Paulin Akpona, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, après des déclarations publiques controversées sur des présumés détournements massifs de fonds publics dans son département ministériel. Le limogeage de Paul Akpona survient quelques jours après des propos jugés incendiaires dans lesquels, constatant des insuffisances en approvisionnement en eau et en électricité, le ministre avait publiquement dénoncé un siphonnage du budget national. Suite à ces déclarations, 12 députés du parti d'opposition, les démocrates, ont déposé une résolution au Parlement réclamant la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de ces fonds. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le journaliste chroniqueur politique Aristide Kanoussou. Bienvenue sur Vues d'Afrique. Bonsoir, monsieur Kanoussou. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous. Alors, pourquoi, selon vous, Paulin Akpona a-t-il choisi de faire ces révélations publiquement à Parokou plutôt que d'en discuter en interne avec ses collègues du gouvernement ? Bon, nous avons ouï dire qu'il était dans une posture de réponse, disons du berger à la bergère, puisqu'il avait été attaqué via les médias il y a un mois, dans les publications qui faisaient état de ce que les Béninois avaient la nostalgie de son prédécesseur, Samoussé Edouard Dambi, un peu pour dire que Paulin Akpona n'était pas crédible ni compétent pour occuper les fonctions qu'il occupe en ce moment. Donc, il a certainement reçu ça comme un choc, puisque les insinuations sur son incompétence avaient fait le tour des médias, au-delà même du Bénin. Et donc, il en a certainement déduit que son prédécesseur est le seul qui tire profit de cette campagne médiatique de dénigrement. Donc, il a voulu prendre sa revanche. Mais manifestement, il n'a pas pris la mesure minimum, celle de discuter en interne avec ses collègues membres du gouvernement. Et la seule raison plausible de mon côté, c'est qu'il s'est laissé emporter par la passion d'agir et non la réflexion de prévenir. Donc l'émotion est humaine, je le comprends parfaitement sur ce volet, mais aujourd'hui son parti politique s'est désolidarisé de lui à travers un communiqué et il a aussi été limogé, ce qui montre combien sa démarche solitaire était non seulement grave pour lui, mais aussi pour son entourage. Et donc, pour comprendre, êtes-vous d'accord finalement avec ceux qui pensent qu'il s'agit d'une erreur de communication ou plutôt avec ceux qui estiment qu'il a manqué à la solidarité qu'un ministre doit avoir avec son gouvernement ? Évidemment, madame, que c'était une erreur de communication. Moi, je soutiens cet avis-là. C'est un expert comptable de formation et de surcroît un brillant acteur politique. Et donc, il est bien placé pour savoir que le régime du président Patrice Talon a un mode de fonctionnement typique à lui. La discipline du groupe et l'action coordonnée sont les grandes priorités de ce régime. C'est d'ailleurs, je vais dire même, ce sont les points forts de ce régime. Et donc, si à travers une vue sporadique dans son ministère, le ministre Akpona découvre des dizaines de milliards envolés, le minimum, c'est d'essayer, non pas de protéger le voleur, mais d'aviser au moins sa hiérarchie politique. Donc, si c'est à la télé que vous apprenez que votre fille est tombée enceinte et a même tenté d'avorter, vous comprenez l'effet que ça fait. Et donc, je pense qu'on parle quand même de plusieurs milliards. Ce n'est pas sur le terrain qu'il ira informer sa hiérarchie. Ce n'est pas à la télé que sa hiérarchie serait informée de cette situation. Il aurait dû faire comme, je vais dire, un ballon d'essai à l'interne et essayer de voir si, tout au moins ses collègues sont favorables à une attaque publique ou à une procédure en justice. Et je suis sûr que si il avait informé ses collègues, il lui aurait juste formulé, disons, une procédure en justice ou une autre manière d'attaquer. Parce que là, il est dans une posture de ministre de la République et non ministre conseiller en fonction. Vous savez qu'il occupait ce poste de ministre conseiller, qui est un poste essentiellement politique, où ils sont mandatés pour aller attaquer sur le terrain, défendre les intérêts du gouvernement sur le terrain de façon politique. Mais lui, il n'a pas su se départir de ce costume-là, de ce manteau, pour prendre désormais le poste, la fonction de ministre d'État qui demande quand même un peu de réserve, un peu de diplomatie dans les propos et surtout un peu de discipline.
Et le fait d'attribuer finalement ce ministère supplémentaire à José Tonato, alors qu'il gère déjà plusieurs portefeuilles importants, est-ce un signe que le pouvoir se concentre entre les mains de quelques fidèles du président ou cela reflète plus d'un manque de nouveaux profils compétents et crédibles dans l'équipe gouvernementale? Bon, en tant que chroniqueur, je pense que j'ai dénoncé ça en vain pendant des années, hein. Et je pense aussi que, bon, c'est la première fois que je vois une telle longévité dans l'histoire du Bénin, dans le poste ou la fonction des membres du gouvernement. Il y en a qui sont là depuis 2016, ils n'ont pas bougé d'un seul iota, d'un seul centimètre. Il y en a qui sont venus un peu après 2017, mais qui sont là jusqu'aujourd'hui. Donc c'est la première fois qu'on voit une telle longévité dans le gouvernement. Et moi, j'ai dénoncé ça publiquement, mais par la suite, j'ai compris que Patrice Talon ne voulait pas à chaque fois recommencer à zéro avec un autre ministre, mais il veut être sûr de poursuivre sa dynamique avec les gens qui maîtrisent parfaitement sa vision. Donc, les profils, nous en avons, ce n'est pas une question d'incompétence, les profils, nous en avons, mais vous savez que toute nomination, quelle qu'elle soit, elle est avant tout une question de confiance et d'idéal commun. Donc, je pense que c'est sur cette base que le président Patrice Talon essaie de jumeler les postes, les fonctions ou de surcharger ses ministres, ce que j'ai continué par dénoncer et je continue d'ailleurs de dénoncer. Le président a toujours mis en avant la rigueur et la bonne gouvernance. Est-ce que ce scandale peut devenir un véritable argument pour l'opposition au point de mettre en difficulté le pouvoir à l'approche de la présidentielle ? Naturellement que c'est un argument solide pour l'opposition. Quitte aux membres de la mouvance de travailler à contrer les attaques. Et on parle de milliards quand même, hein, ce n'est pas des millions, on parle de milliards quand même, dans un contexte où la faim a colonisé les estomacs des Béninois et que les gens ont tellement serré les ceintures qu'on nous a demandé de serrer depuis 2016 et que jusqu'à aujourd'hui on n'est pas capable de desserrer les ceintures. Donc ça va être forcément un coup politique si l'opposition se sert de ça comme argument de campagne. Et je crois d'ailleurs qu'ils ont déjà commencé par le faire. Et pensez-vous que la manière dont le pouvoir répondra à la demande d'enquête parlementaire sera un test important pour juger de la transparence du régime Talon et que cette réponse du pouvoir influencera par conséquent le comportement électoral des citoyens ? Bon, moi je pense, en tout cas ce que je sais, c'est que le gouvernement du président Patrice Talon ne se laisse pas influencer et il ne se laisse pas guider par le vent des combats politiques et l'opposition le sait très bien. Donc le gouvernement peut répondre à sa manière comme il peut surprendre tout le monde par son silence, comme il a déjà fait sur plusieurs dossiers. Et peut-on au moins espérer que cette affaire pousse enfin à plus de transparence dans la gestion des grands projets, notamment dans des domaines essentiels comme l'eau et l'électricité ? Oui, moi j'ai l'impression que le régime en place fait les choses selon sa méthode. Et j'ai la vague impression aussi qu'il sait où se situent tous les problèmes. Mais pour raison de cohérence et de cohésion, ou peut-être même politique, il préfère attaquer au moment où lui juge favorable. Mais bon, il faut reconnaître que plusieurs proches du gouvernement sont déjà en prison, juste pour mesure de transparence. Mais le gouvernement ne fera jamais assez, surtout qu'il est alimenté dans l'opinion que ce sont des groupes d'amis qui ont pris en otage le pouvoir pour se partager les ressources du pays. Donc, quel que soit l'effort qu'ils vont faire, ils ne pourront pas se blanchir totalement. Mais nous avons vu quand même qu'il y a des proches du pouvoir qu'on n'aurait jamais soupçonnés, qui sont aujourd'hui en train de croupir derrière les barreaux. Aristide Kanoussou, vous êtes journaliste et chroniqueur politique. Il était question avec vous du président béninois Patrice Talon qui a démis de ses fonctions Paulin Akpona, ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. Après, je le rappelle, des déclarations publiques controversées sur des présumés détournements massifs de fonds publics dans son département ministériel. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Vues d'Afrique. Monsieur Kanoussou, au revoir. Au revoir, madame.
Ce jeudi 26 juin, les Nations Unies ont célébré les 80 ans de leur charte fondatrice adoptée le 26 juin 1945. À San Francisco, 50 pays s'étaient réunis pour poser les bases d'un nouvel ordre mondial, une vision de coopération et de paix qui sont toujours au cœur des Nations Unies. Aujourd'hui, ce rêve paraît encore bien loin de devenir une réalité, tant la loi du plus fort semble toujours prendre le devant les relations internationales. Guillaume Cabissoso. Lors d'un discours marquant les 80 ans de la signature de la charte fondatrice des Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé les attaques sans précédent contre les principes fondamentaux de l'organisation créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Confrontée à une crise aux multiples facettes, l'ONU cherche un nouveau souffle dans un moment de fortes tensions internationales. Du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'ONU a appelé ce jeudi à renouveler notre engagement envers les droits internationaux, non seulement en parole, mais aussi en actes. Antonio Guterres. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons respecter et renouveler notre engagement envers le droit international, en parole comme en acte, afin de nous adapter à un monde numérique et de plus en plus multipolaire, afin de faire face aux chocs mondiaux avec unité et détermination, afin d'ouvrir grand nos portes à la société civile, aux jeunes, au secteur privé, et afin de repenser notre manière d'agir en bâtissant un multilatéralisme plus fort, renouvelé, inclusif et en réseau, en somme, un multilatéralisme adapté au XXIe siècle. Cet anniversaire intervient alors que l'ONU traverse une crise aux multiples facettes qui interroge sur son avenir. 8 décennies après sa création, cette institution temple du multilatéralisme qui trouve sa raison d'être dans la primauté de la négociation sur l'usage de la force, le maintien de la paix et le respect du droit international, expose toutes ses rides. Pourtant, sa création a été un véritable miracle réalisé dans la ville américaine qui porte le nom du Saint d'Aziz. Un miracle fragile comme la façade en verre du grand bâtiment new-yorkais, siège de l'institution, qui a conduit à des résultats importants. La codification et le développement du droit international, l'élaboration de la législation sur les droits de l'homme, le perfectionnement du droit humanitaire, la résolution de nombreux conflits, ainsi que de nombreuses opérations de paix et de réconciliation. Dans ces contextes, Antonio Guterres a lancé en mars l'initiative ONU 80 destinée à améliorer l'efficacité des Nations Unies qui font face à des contraintes budgétaires chroniques renforcées par les coupes massives de l'aide extérieure américaine par le président Donald Trump. Rappelons que le 26 juin 1945, la Charte des Nations Unies est signée par plus de 50 pays à San Francisco. On y consacre le multilatéralisme, les droits internationaux et la paix après l'échec de la Société des Nations à empêcher la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Le rapporteur spécial de l'ONU pour la pauvreté et les droits humains a pour sa part exhorté ce jeudi les États membres du Conseil des droits de l'homme à imposer des pressions compatibles avec la Charte des Nations Unies aux États coupables de violations graves du droit humanitaire international. Olivier Descuter. Vous êtes diplomate au moment où se déroule sous nos yeux un nettoyage ethnique, un génocide à Gaza, et l'histoire va nous juger. Et ce n'est pas seulement l'histoire qui va nous juger, ce n'est pas seulement nos enfants et nos petits-enfants qui vont nous juger, c'est aussi que le non-respect de ce droit international humanitaire engage notre responsabilité collective. 80 ans plus tard, et malgré de nombreuses avancées diplomatiques, la communauté internationale regarde impuissante les génocides des Gazaouis, les bombardements des sites nucléaires en Iran, l'invasion de l'Ukraine, les colonisations, les millions de morts en République démocratique du Congo, en Birmanie, au Soudan et dans tant d'autres pays. La vieille Organisation des Nations Unies, seule garantie viable des droits de l'homme, paraît affaiblie sous les coups violents des grandes puissances et de leurs décisions unilatérales pour conserver leur leadership dans la course effrénée du capitalisme. Guillaume Cabissoso
pour Channel Africa Actualité. Merci Guillaume Kabissoso. La 7e édition du sommet et défi de l'innovation des jeunes Africains dans le tourisme s'est clôturée ce vendredi, 27 juin à Johannesburg. Ce sommet a réuni durant 3 jours plus de 250 jeunes venus de plusieurs pays africains portant sur l'entrepreneuriat des jeunes dans l'innovation pour le développement et la transformation d'entreprises opérant dans le secteur touristique. Il a été organisé en collaboration avec l'Organisation mondiale du tourisme ainsi que les agences mondiales et africaines du secteur touristique. Reportage de Joelle Kabongo. Ouvert avec éclat à Johannesburg mercredi, la 7e édition du sommet et défi de l'innovation de jeunes Africains a fermé ses portes sur une note satisfaisante. Plus de 250 jeunes opérant dans le secteur du tourisme venus de plusieurs pays africains ont bénéficié de cette plateforme ouverte à leur intention dans le but de les aider à être outillés, notamment grâce à des réflexions portant sur l'entrepreneuriat de jeunes dans l'innovation et le développement dans leurs entreprises touristiques. L'innovation impliquant rendre le tourisme plus intelligent en y introduisant les nouvelles innovations qu'offrent les nouvelles technologies de la communication pour apporter une transformation réelle et plus approfondie au secteur touristique. Durant 3 jours, ces jeunes ont pu établir un réseau direct avec des leaders du tourisme africain ainsi que des innovateurs mondiaux du secteur touristique. Et à l'issue des travaux de ce sommet, les participants ont été appelés à conduire un champ transformateur dans leurs entreprises, à mettre en pratique des idées transformatrices dans leurs entreprises touristiques grâce à une réflexion conceptuelle et critique et à former, à inspirer et à équiper les autres jeunes à travers l'Afrique pour avoir un impact dans le secteur touristique dans le but d'apporter des solutions innovantes et durables pour la croissance du secteur du tourisme en Afrique. Durant 3 jours, ces jeunes ont pu établir un réseau direct avec des leaders du tourisme africain ainsi que des innovateurs mondiaux du secteur touristique. Organisé chaque année en collaboration avec l'Organisation mondiale du tourisme dans divers pays, cette année 2025, le choix porté sur la ville de Johannesburg en Afrique du Sud n'est pas un choix anodin. Il est le fruit de la montée et de l'expansion du tourisme sud-africain qui fait de l'Afrique du Sud le pays touristique des premiers choix pour de nombreux visiteurs venus de par le monde, comme l'explique ici le délégué de la ministre sud-africaine du tourisme, Mankuta Tumelo. Ce sommet a débuté il y a 7 ans en Afrique du Sud et nous avons eu des moments de convivialité avec plusieurs jeunes dans l'objectif de promouvoir l'innovation auprès des jeunes dans le secteur touristique en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ainsi que l'employabilité des jeunes en veillant à ce qu'ils ne se laissent pas faire. Les jeunes ne sont pas toujours appelés à être des serveurs dans les hôtels ou dans les bars, mais ils peuvent devenir des entrepreneurs, des responsables des hôtels et des restaurants, pourraient devenir des cadres supérieurs dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'aviation. C'est un événement africain qui a été organisé dans environ 5 pays d'Afrique. Cette année, ce sommet revient ici au pays en Afrique du Sud. L'objectif est également de rassembler les jeunes Africains et de leur permettre d'accéder au marché en partenariat avec la zone de libre-échange africaine afin de garantir l'accès à tous les acteurs de la chaîne des valeurs étant donné que ce sommet a un caractère panafricain. Ces jeunes sont appelés à gérer l'industrie du tourisme et devenir des leaders dans ce secteur. C'est pourquoi nous voulons inculquer aux jeunes des idées d'innovation dans la technologie dans le secteur du tourisme pour accroître l'employabilité des jeunes. Organisé chaque année en collaboration avec l'Organisation mondiale du tourisme, le sommet de cette année 2025 a compris une exposition des présentations mettant en avant les initiatives d'autonomisation de jeunes, les offres commerciales des petites et moyennes entreprises, notamment les voyagistes, les hébergements touristiques, les prestataires de services de transport, les établissements d'enseignement, les startups et les incubateurs de technologies, de voyage et du marketing, ainsi que les agences de voyage. Il convient de signaler par ailleurs que les participants à ce sommet ont été appelés à s'engager sur les questions liées à l'entrepreneuriat des jeunes ou au développement de petites entreprises et à la formation personnelle. Le tourisme a connu une croissance en 2024 avec environ 1,1 milliard de voyageurs dans le monde. Il a été également constaté une augmentation du nombre de visites touristiques en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne où le tourisme s'améliore davantage. Joelle Kabongo pour Channel Africa Actualité. Merci Joelle Kabongo. Place à présent à Jolino Sungu dans son bulletin des sports. Bonjour Jolino. Bonjour Joël.
Sport sur Channel Africa, la perspective africaine. Chers amis sportifs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle page sportive qui s'ouvre avec le dernier rencontre de la phase de groupe de la Coupe du Monde de clubs aux États-Unis. Le Wydad de Casablanca a terminé sa Coupe du Monde de clubs sur une note négative. Le Marocain quitte la compétition sans le moindre point après avoir été battu par Al Ain 1-2 jeudi à l'Audi Field de Washington. Avec 3 défaites en autant de rencontres, une issue inquiétante pour une sélection qui avait pourtant entamé ses derniers matchs avec détermination. De la 4e minute, Cassius Maïloula a ouvert le score après une belle action construite côté droit en faveur de Wydad. Le Sud-Africain s'est racheté ainsi de prestations précédentes. Le Wydadi dominait la première période, s'est créant plusieurs occasions franches, mais manquait d'efficacité pour faire le break. Puis tout a changé. Al Ain à peu près a repris le contrôle. À la 45e minute, l'arbitre a accordé un pénalty aux Émiratis après une faute à peine visible de Boucheta. L'attaquant togolais Kojo Fodo, là-bas, n'a pas tremblé pour égaliser. Au retour de vestiaire, Kaku a donné l'avantage à Al Ain, malgré une faute manifeste non sanctionnée dans l'action validée après le recours à la VAR. Avec ses revers, le Wydad boucle son tournoi à la dernière place du groupe G sans aucun point au compteur. Restons en football. En République démocratique du Congo, 3 clubs restent en lice pour décrocher le titre de la 30e édition du championnat national de football de la RDC, l'INAFOOT en sigle. Il s'agit des Aigles du Congo, le FC Saint-Éloi Lupopo et Maniema Union. Ces 3 clubs se disputeront leur dernier match ce vendredi 27 juin. Le FC Les Aigles du Congo s'oppose au tout-puissant Mazembe au stade de Kamalondo à Lubumbashi. Un simple match nul ou une victoire suffira aux Samouraïs kinois pour être sacrés champions de ces championnats d'élite. Bien que déjà qualifiés pour la CAF, les Aigles du Congo ambitionnent de réaliser un exploit en remportant leur premier titre national 2 ans seulement après leur création. Quant au FC Lupopo, ils doivent impérativement battre Maniema Union tout en espérant une défaite des Aigles face à Mazembe pour espérer rafler le titre. Si les 2 équipes perdent la rencontre, le FC Les Aigles du Congo sera tout de même sacré champion. Dans la capitale, l'AS Vita Club affrontera son éternel rival le DCMP au stade de Martyrs de Kinshasa. Le résultat de ces matchs n'aura aucun enjeu au classement final, la position de 2 équipes étant déjà figée. Cap sur le mercato. Le contrat entre Eric Belly et Villarreal touche à sa fin. Le défenseur international ivoirien devra quitter Villarreal le 1er juillet prochain et son contrat ne sera pas prolongé par le club espagnol. Compte rendu. Une décision attendue, au regard de son faible temps de jeu c'est depuis quelques mois, seulement 1 minute disputée lors des 9 dernières rencontres. Pourtant, le retour de Bailly à Villarreal en début de saison avait suscité énormément d'espoir. Solide, expérimenté et combatif, l'ancien joueur de Manchester United avait retrouvé des sensations. Cependant, les choix tactiques de l'entraîneur et la concurrence féroce en défense ont peu à peu réduit son influence, jusqu'à le reléguer sur le banc. Libre de tout contrat dans quelques jours, Bailly attire déjà des convoitises. 2 clubs sont intéressés par ses services et son profil reste recherché. Certains analystes estiment que le FC Barcelone figure parmi les clubs les plus intéressés. Trabzonspor, en Turquie, aurait également manifesté son intérêt pour l'ancien joueur de Manchester United. Parlons basketball avec la draft NBA 2025. Le Camerounais John Tonje réalise son rêve et marque l'histoire en étant sélectionné par les Utah Jazz lors de la draft NBA 2025 avec le 53e choix au 2e tour. Après une carrière universitaire remarquable, notamment à Wisconsin où il a brillé avec une moyenne de 19,6 points par match, ce natif d'Omaha a su convaincre par son adresse au tir et à sa polyvalence, faisant de lui un espoir convoité et prometteur pour la franchise. Représentant fièrement le Cameroun, Tonje a également porté les couleurs de son pays lors du tournoi préqualificatif olympique FIBA 2023 au Nigeria. Son parcours, marqué par une résilience face à une blessure au pied qui l'a obligé à s'asseoir pour le reste de la saison et à demander un repos médical et une ascension fulgurante, inspire le jeune talent africain rêvant de NBA. Tonje a passé 4 saisons à l'État du Colorado. Il a joué 122 matchs, marqué 1051 points et aidé le Rams à atteindre le tournoi NCAA en 2022. Il avait en moyenne 14,6 points, 4,7 rebonds par match en tant que senior à l'État du Colorado entre 2022 et 2023. Et pour clore avec le championnat d'Afrique de beach volley Martil 2025, la 2e journée de la Coupe continentale de beach volley s'est poursuivie au Maroc. Après le match de la matinée, de nouvelles rencontres ont été disputées dans l'après-midi. La Gambie a remporté jeudi une nouvelle fois un match en hommes et l'île Maurice en dames a dominé le Kenya.
La paire bonne Janita a battu le Kenya par 2-7-0. Même si la résistance a semblé belle, l'île Maurice a fini par dompter son adversaire par 21-13, 21-16. Fin de cette page d'actualité sportive. Merci de votre aimable attention. Bon week-end. Sport sur Channel Africa, la perspective africaine. Merci de rester connecté au channelafrica.co.za car l'information continue. La menace que représentent les substances psychoactives et les troubles liés à la santé mentale continue de croître dans la région ouest-africaine. Face à cette urgence, les États sont appelés à réagir rapidement et de manière coordonnée. À l'occasion d'une rencontre régionale, représentants parlementaires et experts tirent la sonnette d'alarme. Mamadou Sadio Baldé. Les pays de la sous-région sont exposés et il est grand temps d'agir, souligne Fanta Conté, membre du Conseil national de la transition. La montée inquiétante de la consommation des drogues, notamment chez les jeunes, et ses effets dévastateurs sur la santé mentale, la stabilité sociale et le développement de nos sociétés. L'abus de ces substances n'est pas seulement une question de santé publique. C'est également un défi multidimensionnel qui affecte nos familles, notre système éducatif, notre sécurité, notre économie et surtout notre avenir. Le Cap-Vert est représenté, député de la CEDEAO et fort de 25 ans d'expérience. Orlando estime que le destin des pays de la région sont liés, d'où la nécessité d'unir leurs forces pour contrer la circulation de la drogue et préserver la santé mentale des populations exposées. Je suis Dr Orlando Pereira Diaz. Nos objectifs sont triples. Créer un cadre de dialogue structuré et inclusif, impliquant l'ensemble des acteurs nationaux et régionaux. Partager les bonnes pratiques, les réussites et les défis en matière de prévention, surtout, de soins et de réinsertion. Formuler des recommandations concrètes et pragmatiques afin de renforcer les réponses législatives et politiques à tous les niveaux. Les parlementaires ouest-africains ont un devoir impérieux dans un esprit de solidarité à faire corps dans la lutte contre toutes les formes de drogue dans la région. Un combat qui dépasse les frontières et appelle une réponse intégrée, coordonnée et régionale. Le président du Conseil national de la transition indique que si les parlementaires réfléchissent en tant que pères de famille, les pistes de solutions seront à portée de main dans sa Kourouma. Avant tout, je vous parle en tant que père de famille. Qui est prêt à investir sur son enfant pendant ces années et le voir terminer dans un centre? Alors, au lieu de regarder la population qui n'est pas là, regardons-nous. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? La meilleure action qui soit efficace en soi, c'est celle qui est tirée de notre conscience propre. Alors, tous les acteurs sont dans cette salle. Nous devons non seulement nous engager sincèrement, mais aussi agir ensemble pour que cet atelier puisse laisser un impact en Guinée et servir de leçon et de modèle pour les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui se passe dans un village ou une ville peut être pris pour référence pour le reste d'un pays, fait remarquer dans ce Kourouma. Il se dit bouleversé par la réalité de sa préfecture d'origine. Pendant la fête de Tabaski, j'étais dans ma ville natale, j'ai été scandalisé des jeunes qui sont en train de traîner dans la rue, mais pourtant qui étaient brillants à l'école, qui étaient prédestinés pour un bel avenir, sont détruits par la drogue, par la consommation de chicha, parce que parlons-en, ça commence par ça. Aujourd'hui, celui qui a un peu d'argent, il a un salon de consommation de chicha. À côté de chicha, il y a d'autres substances qu'on consomme. C'est un appel à la responsabilité. La drogue migre, dit-il. Autant dire que les États doivent agir maintenant. Les pays de la CEDEAO sont extrêmement riches, en termes de population aussi, mais aussi en termes d'opportunités et surtout la jeunesse de sa population. On a une population très dynamique et on a une intégration très avancée. Ça veut dire qu'il y a un effet de contagion entre les travers qui existent dans les autres pays de la CEDEAO. Les drogues migrent comme les personnes migrent. Les substances dures migrent comme les hommes migrent. On connaît des drogues aujourd'hui en Guinée, on n'en a pas connu dans le passé. Ces drogues-là quittent soit la Sierra Leone, soit le Nigeria, soit d'autres pays limitrophes, d'autres pays membres de la CEDEAO. Alors, s'asseoir ensemble, chers parlementaires, pour réfléchir et trouver les moyens d'action concertés,
c'est déjà la solution qui est trouvée à moitié. La prise de conscience est essentielle. Le destin du continent se joue maintenant et l'Afrique ne peut répondre aux enjeux du moment si sa jeunesse sombre dans les travers sociaux. Disons ici non à la drogue, protégeons notre jeunesse. Les drogues, couches et d'autres substances dures, le tramadol, vendues comme des cacahuètes dans certaines régions de la Guinée, dans les zones minières et périphériques. Des substances-là qui détruisent notre société. Conakry, Mohamed Sadio Balde, Channel Africa, Actualité. Je, una jambo lolote akilini mwako? Je, una shauku kuhusu maswala muhimu? Na je, una maoni ambayo unataka yasikike? Kweli, hili jukwaa ni la kwako. Piga simu au tuandikie kwenda WhatsApp namba alama ya kujumulisha 2760552594 na tutakupigia simu. Mtangazaji wa habari zetu za Afrika Kusini mjini Johannesburg. Hivyo unaweza kuwa mshirika kwenye matangazo yetu. Sio mazungumzo tu, ni fursa yako ya kuchangia maoni yako na kushirikiana na jumuiya ya wasikilizaji wanaotamani mtazamo wako. Tufuate kwenye mitandao ya kijamii. Tembelea tovuti yetu www.channelafrica.co.za na uwe tayari kushiriki na kuchangia maoni yako kwenye Channel Africa. Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika. La République démocratique du Congo et le Rwanda doivent signer ce vendredi, sous les auspices des États-Unis, un accord de paix visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC qui a fait des milliers de morts. Ce document devrait être validé et signé par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cet accord, que le président américain Donald Trump s'est félicité d'avoir obtenu, doit en principe marquer la fin du conflit dans l'est de la RDC qui a durablement affaibli la stabilité régionale pendant plus de 30 ans. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec l'analyste politique Jean Boissa. Bonjour, Monsieur Boissa. Bonjour madame. Monsieur Boissa, pourquoi dit-on que cet accord est historique? Qu'a-t-il de différent? Écoutez, pour ceux qui pensent que cet accord est historique, permettez-moi de vous dire qu'ils sont en train de se fourvoyer parce qu'il n'y a rien d'historique dans cet accord, étant donné qu'il va à l'encontre de la souveraineté du peuple congolais et aussi de la violation de l'intangibilité des frontières. En même temps, cela va en opposition avec les divers mécanismes relatifs aux Nations Unies, notamment l'article 2 du paragraphe 1 et 4 de la Charte des Nations Unies, et qui stipule que tous les États membres s'engagent à respecter la souveraineté, l'égalité juridique et l'intégrité territoriale des autres États. Donc il n'y a rien d'historique, ce sont des accords léonins qui se sont faits pour garantir le pouvoir de la bourgeoisie comprador qui est là depuis près de 30 ans au sommet de la République démocratique du Congo. Mais une question quand même, doit-on dire que l'implication des États-Unis vient supplanter les efforts africains comme ceux de l'Angola et de la CIRGL, ou s'agit-il plutôt d'un appui pour finaliser ce qu'ils ont amorcé? Écoutez, madame, que l'on parle de l'Angola, que l'on parle de Nairobi, que l'on parle de tous ces efforts, entre guillemets, soit dit africains, ce ne sont pas les États pilotes, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous avons en Afrique des pays tels que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui tiennent tête à ces prétendues superpuissances ou puissances, alors que nous sommes à l'ère de la globalisation et que les puissances sont multipolaires. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose que cela va changer, car nous savons que l'Angola elle-même est un suppôt des États-Unis et tous les autres États africains que vous avez mentionnés, ce sont aussi des suppôts des États-Unis. Il est temps que nous puissions avoir un nouveau narratif, un nouveau paradigme pour l'indépendance, la liberté et l'émancipation
des peuples africains. Mais certains dénoncent un accord de paix qui ressemble plutôt à un accord de partage des minerais sous arbitrage étranger. Cette lecture est-elle exagérée? Non, elle n'est pas exagérée dans la mesure où comment vous pouvez aller discuter de la paix lorsque nous savons que dans les tiroirs des Nations Unies, il y a le rapport mapping de 2010 qui, à l'époque, condamnait les exactions et les crimes de guerre faits par le Rwanda, mais aujourd'hui nous devons aussi ajouter l'Ouganda, nous devons ajouter le Kenya, nous devons ajouter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, plutôt, parce que nous avons 12 millions de morts sur la conscience du monde. Écoutez, le problème du Congo, le conflit congolais qui dure depuis 30 ans, cela pue et cela sent tellement mauvais que personne ne veut vraiment être impliqué. Nous avons 6 millions de femmes et de jeunes filles violées, et même aujourd'hui, il n'y a même plus de notion de genre parce qu'on viole même les hommes, et nous avons actuellement près de 7 millions de déplacés. Où est la justice internationale dans tout cela? Mais justement, M. Boissa, quels moyens de pression concrets vont accompagner cet accord? Les États-Unis vont-ils intervenir? Vont-ils arrêter, par exemple, le Nanga ou mener des frappes ciblées comme en Iran? Et que va-t-il se passer pour les groupes armés encore actifs comme la Codeco, les FDLR ou les ADF? Je ne pense pas que les États-Unis vont venir faire des frappes au Congo parce que, comme le disait Malcolm X, on va employer un des nôtres pour qu'il fasse la sale besogne. Donc, pour l'instant, les États-Unis se frottent les mains parce que ce ne sont pas eux qui ont demandé à signer des accords avec le Congo, mais c'est plutôt le Congo qui a descendu ce troc pour aller commander, alors qu'il était plus pertinent en 6 ans de pouvoir de rechercher à renforcer l'armée pour que l'armée puisse lutter contre les forces nébuleuses, étrangères et internes, parce qu'on ne doit pas se cacher la figure. Nous sommes, du moins les Congolais sont eux-mêmes responsables de la tragédie qui est la leur. Autrement dit, l'agresseur ressort renforcé de cet accord avec à la clé un accès aux richesses congolaises, mais sans réparation ni aveu? Bien sûr, mais nous ne devons pas non plus occulter que l'agresseur, à l'époque, avait été aussi recherché par les soi-disant gouvernants actuels pour qu'ils viennent faire des accords miniers, des accords économiques, parce que c'est ce soi-disant agresseur qui avait le carnet d'adresse. Donc, on ne doit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas être dupe. Cet accord, c'est comme ceux qu'avait signé alias Joseph Kabila à l'époque avec la Chine. Ce sont des accords lyonnais qui ne respectent nullement la constitution congolaise. On peut beau s'attaquer à cette constitution que le peuple congolais n'avait pas non plus écrite, rédigée, mais quand même elle garantit des principes fondamentaux tels que la souveraineté du peuple congolais. En ce moment-ci, on est en train de la saborder et c'est bien triste pour le peuple congolais. Finalement, est-ce que cet accord peut consolider la position de Félix Tshisekedi auprès de l'opinion publique congolaise ou prend-il le risque d'être perçu comme ayant cédé face à Kigali? Laissez-moi vous dire que je doute fort que cet accord, qui du reste aurait dû être signé depuis longtemps, puisse être signé dans les jours à venir. Nous attendons déjà dire que... il doit être signé aujourd'hui, ce vendredi? Je doute fort parce que il semble d'ailleurs que la ministre a dit qu'elle renonçait, c'était les dernières nouvelles, que le gouvernement congolais renonçait à ce que les troupes rwandaises puissent quitter
le Congo. Donc voilà c'est comment on se moque de tout un peuple, de toute une nation. Donc je doute fort que cela soit signé aujourd'hui et encore moins dans les jours à venir. Il appartient au peuple congolais aujourd'hui d'appliquer l'article 64 de sa constitution pour regagner sa souveraineté et sa légitimité. Plus de détails et de développement dans nos éditions prochaines. Jean Boissat, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Vues d'Afrique. Monsieur Boissat, au revoir. Au revoir, je vous remercie et je remercie vos auditeurs tout autant. C'est nous qui vous remercions une fois de plus. Au revoir. Place à présent à Annie Kalonji pour le bulletin économique. Bonsoir Annie. Bonsoir Joël. Channel Africa. Information économique. La perspective africaine. Bonjour à toutes et à tous. Ce bulletin s'ouvre par la Côte d'Ivoire où le vice-président Thiemo Kokone a procédé jeudi à l'inauguration du deuxième complexe industriel de la société publique Transcao CI, basé sur un site de 21 hectares dans la nouvelle zone industrielle d'Akoupé-Zéoudji. D'un coût de 130 milliards de francs CFA, cette installation comprend une unité de broyage de cacao d'une capacité de 50 000 tonnes par an, un entrepôt de stockage de 160 000 tonnes et un centre de formation au métier du cacao et du chocolat. Selon les responsables, ce nouvel investissement permet à Transcao de porter sa capacité totale de broyage de cacao à 100 000 tonnes avec son unité de 50 000 tonnes basée à San Pedro. Elle devrait en outre permettre à l'entreprise publique de renforcer son poids sur le segment de la première transformation de cacao, largement dominé par les multinationales étrangères. Parlons du Togo qui célèbre ce vendredi la journée internationale des très petites et moyennes entreprises TPME autour d'un thème central, crédit bail et financement durable, un levier pour accélérer la formalisation et le financement des TPME. À travers cette célébration, les autorités togolaises entendent réaffirmer l'importance du tissu entrepreneurial local dans la dynamique de transformation structurelle. L'accent est mis cette année sur le crédit bail, considéré comme une solution innovante pour lever les barrières classiques à l'accès au financement. Ce mécanisme permet aux TPME d'obtenir des équipements ou machines sans immobilier, un capital de départ conséquent tout en contournant l'obstacle des garanties souvent exigées par les institutions bancaires. Dans un environnement où le financement des TPME reste un défi structurel, l'appel a été lancé aux banques, sociétés de crédit de bail et partenaires techniques et financiers pour construire un écosystème favorable. À Madagascar, le gouvernement a conclu jeudi un accord préliminaire avec l'entreprise émirati Global South Utilities en vue de la construction d'une centrale solaire de 50 MW à Moramanga, dans l'est du pays. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transition énergétique visant à diversifier les sources d'approvisionnement et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Le projet comprendra également un système de stockage par batterie d'une capacité de 25 MWh afin de renforcer la stabilité du réseau. La centrale devrait être opérationnelle dans un délai de 12 mois. Financé, construit et exploité par Global South Utilities dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité, le projet permettra à la société nationale Gérama de racheter l'énergie produite. En marge de cet accord, GSU est également en pourparlers avec les autorités malgaches pour la mise en œuvre des nouveaux projets solaires et éoliens représentant une capacité cumulée de 200 MW dans le cadre du plan national pour l'indépendance énergétique. Direction le Ghana où le ministre des Affaires étrangères Samuel Okudzeto Ablakwa a révélé que GAC, l'un des plus importants constructeurs de véhicules électriques, envisage favorablement l'installation d'une usine de production au Ghana. La Chine domine le marché des véhicules électriques avec 7 des 10 premières marques mondiales et dispose d'environ 10 ans d'avance en matière de technologie EV. Le Ghana compte tirer parti de cette avance en nouant de partenariats stratégiques, notamment grâce à ses récentes découvertes de gisements de lithium et à la reprise de son économie.
Nous allons boucler par la mise à jour du taux de change du dollar américain en Afrique de ce vendredi. Un dollar américain s'échange à 17,82 rand en Afrique du Sud. En Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, le dollar s'échange à 561 francs CFA. Au Kenya, un dollar américain s'échange à 129 shillings, en Ouganda 3595 shillings et en Tanzanie 2635 shillings. Au Nigeria, le dollar américain s'échange à 1551 naira. En Angola, il s'échange à 921 kwanza, tandis que le franc congolais s'échange à 2910 pour $1 américain. Concernant les matières premières, l'or s'échange à $3270 et le platine à $1326 l'once, tandis que le pétrole brut brun se négocie à $67,98 le baril. Fin de ce bulletin de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Channel Africa. Information économique. La perspective africaine. Et c'est ainsi que s'achève Vues d'Afrique. C'est la dernière édition de la semaine puisque c'est vendredi aujourd'hui, vendredi 27 juin. Mais avant de nous dire au revoir, je cède le micro à Ayam Shekifou du service Swahili qui nous parle des gros titres de Darubini Africa. Bonsoir Ayam. Bonsoir Joelle. Leo katika makala ya Darubini ya Afrika Ijumaa leo tutakuwa tuna mengi, lakini zaidi tutaangazia kule nchini Ivory Coast. Tunaambiwa kwamba rais wa zamani wa Ivory Coast na waziri mkuu Alhamis ya jana aliona kukatiliwa kwa maombi yao kuruhusu mgombea katika uchaguzi ujao na mahakama ya haki za binadamu ya Umoja wa Afrika. Kwa hiyo hayo ni mengine mengi 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Merci Jean. Merci à toi Yam, merci à tous les auditeurs d'avoir été fidèles à Vues d'Afrique, que ce soit aujourd'hui ou encore durant toute la semaine. À la mise en onde, c'était Mowgli. Bonjour, je veux dire merci à Mowgli et merci à toute l'équipe de Vues d'Afrique que vous retrouverez la semaine prochaine avec moi à la présentation de l'édition Vues d'Afrique. Merci et excellent week-end à tous. Au revoir. Africa. It's time to plug into the heartbeat of the continent.